Favoriser une bonne santé intestinale. Quels sont les aliments recommandés pour maintenir un système digestif sain et équilibré? Est-il nécessaire de prendre des compléments probiotiques? Pour répondre à ces questions, Dr. Barnard s'entretient avec Dr. Will Bulsiewicz, gastro-entérologue et auteur du best-seller Fiber Fueled. Quelle est la différence entre les probiotiques et les prébiotiques? À quoi servent-ils? Anne-Marie, notre diététiste et nutritionniste, vous apporte ses réponses. Anne nous présente 5 aliments fermentés et Noémie nous montre comment diversifier notre flore intestinale en ajoutant de la variété à nos assiettes. Mon mari a fait les courses. Merci chérie. Voici ma portion de fibres pour la journée. Chouette des protéines, mais ouf, mes intestins. Oh, mon ventre. Va-t-il tolérer ça? C'est stressant tout ça. Il me semble que je commence à avoir mal au ventre. Bonjour et bienvenue à Un Monde Sain, le programme qui vise à révolutionner votre santé. Je suis Noémie, coach de santé holistique et créatrice de recettes végétales sur le site Mimi's Delicacies. À mes côtés, pour présenter cet épisode, nous retrouvons Anne, coach de santé, que vous retrouvez aussi sur le blog et la chaîne YouTube Veggie Magnifique. Un peu plus tard, nous serons rejoints par Anne-Marie Roy, nutritionniste, fondatrice de la clinique Renversante, et le docteur Neil Barnard, président fondateur du PCRM et de sa branche francophone, le Comité des médecins. L'épisode d'aujourd'hui est entièrement consacré à la santé intestinale et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir un petit peu plus tard le docteur Bulsiewicz, aussi connu sous le nom de docteur B. Alors, le microbiote intestinal ou la flore intestinale fait l'objet d'un intérêt croissant depuis une dizaine d'années, ce qui est quand même un domaine de recherche relativement récent, tant au niveau des chercheurs, des médecins, mais aussi, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, au niveau de la population, n'est-ce pas Anne? Ah oui, non mais on le voit en fait partout. Même personnellement, je vois beaucoup de gens, ça touche beaucoup de gens autour de moi. J'entends les gens qui souffrent des problèmes des intestins. C'est vrai que c'est assez courant, malheureusement. Et aussi, je constate qu'il y a quand même une connexion corps et esprit là-dessus quand on parle des intestins. Il y a une connexion corps et esprit dont on parlera, mais aussi une connexion avec laquelle on n'est pas forcément familier, c'est la connexion vraiment du cerveau-intestin. Et ça a un nom, l'axe intestin-cerveau. Il faut dire en fait que le cerveau et l'intestin, notre système digestif, est en interaction constante. Ils sont en interaction constante, permanente. Et donc très important de s'alimenter correctement parce que les messages que l'intestin envoie, l'alimentation a un rôle assez important. On va le voir aussi aujourd'hui. Oui, il y a même des gens qui disent que c'est le deuxième cerveau aussi, à cause des neurones, etc. Et je pense aussi que c'est un centre assez émotionnel du corps. Complètement. Enfin, c'est vraiment un sujet tellement vaste. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Aussi, une chose que j'ai vue pendant que je faisais les recherches sur ce sujet, c'est qu'il n'y a pas 2 personnes sur cette planète qui possèdent exactement le même microbiome intestinal. On a tous un microbiome unique. Alors on sait, on est tous uniques, mais savoir qu'on a un microbiote unique, ça nous rend encore plus unique. C'est un peu comme une empreinte digitale personnelle et notre alimentation influence considérablement la santé de notre microbiote puisqu'elle détermine, on le verra avec Anne-Marie aussi, la richesse de ce dernier. Alors, on est super content du prochain invité. On avait hâte de le recevoir. C'est le docteur, j'espère que je prononce bien son nom, Bulsiewicz, aussi connu sous le nom de Dr B, un peu plus facile. Il est certifié en médecine interne et en gastro-entérologie. Il est expert en maladies digestives et il a reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail en tant
que clinicien. Il est également l'auteur à succès du best-seller instantané au New York Times, le Fiber Fueled. Malheureusement, je n'ai pas trouvé son titre en français. Je ne pense pas qu'il soit en français, donc si vous comprenez l'anglais, je vous invite à le lire, où il explique l'importance de la diversité des végétaux dans notre alimentation. Et dans cet entretien avec Dr Neal Barnard, Dr B explique comment favoriser une santé intestinale optimale afin de soutenir notre microbiome et ainsi prévenir les maladies et renforcer notre système immunitaire. On écoute et on regarde. Le Dr Will Bolsewitz est gastro-entérologue, expert du microbiote et auteur à succès. Bienvenue dans notre programme, Dr Bolsewitz. Thank you, Dr. Barnard. It's a pleasure to be here. D'abord, qu'est-ce que c'est que le microbiote et comment affecte-t-il notre santé? The gut microbiome is an extremely exciting area of science that's rapidly emerging. We're learning so much. And if you went back to when I was in medical school just 20 years ago, Neil, we knew next to nothing. I wasn't taught these things in medical school, but there was a breakthrough in our laboratory technology that allowed us for the first time to start to understand what is the deal with this community of trillions of microorganisms, mostly bacteria, that are a part of our body. They live on our skin, they're in our mouth, but they're mostly concentrated in our colon. And what's interesting, Neil, is that this community of microorganisms, they play a very relevant role in human physiology. And that's because they have the ability to create chemicals. So in a way, they're almost like a chemical factory. And these chemicals, they have an effect locally there within the digestive system, but they also get into the bloodstream, spread throughout the entire body. They affect the brain, the heart, the liver. You could name a part of the body. There are chemicals that get there from these microbes. So they're not a part of the human body. They're not human, but they're very relevant to human health. And that's what's really exciting. Savons-nous la proportion des gens qui vivent actuellement avec un déséquilibre du microbiote? How common is it to have a disequilibrium? Well, a disequilibrium, there's a term that we use for this, Neil, which is dysbiosis. This is the medical term that we would use. And you may hear people talking about this on the internet as something along the lines of leaky gut. And we're kind of talking about the same thing. And so there's been no specific population-based study to say, hey, this is the percent of people who have problems with regard to their gut microbiome. But what we do know is this, that when we compare people who have different medical conditions, things like digestive conditions, such as irritable bowel syndrome that affects 20% of the population, or metabolic conditions where we see that in the United States, 70% of people are overweight and 40% of people are obese, or immune-related conditions like autoimmune conditions. What we see, Neil, with each of these specific types of conditions is that there's a damage to the microbiome. There's a loss of balance. What we mean by a loss of balance, disequilibrium, or dysbiosis, we're talking about the same thing, is that there are less of the good guy microbes that are there to protect you and support your health. And there are more of the microbes that can be problematic and many times will cause inflammation. And so that's the loss of balance that we're talking about. And it seems to be underpinning many of our most common epidemics that have been emerging in the last 100 years. So it seems like it's very common when you consider it within that context. Y a-t-il des aliments qui nuisent à notre microbiote? There is no doubt that the food that you eat is the most important factor when it comes to your microbiome. And in some ways, this is, to me, really exciting, is that unlike our genetic code, which you are born with and you inherit from your parents, your microbiome is completely personal. You're the only one on the planet who has a microbiome like your own. And it's also very adaptable. We have research, Neil, that shows us that if you change your diet, within just one day, there will already be a change in the microbiome. Now, when it comes to unhealthful foods, when we make choices that include things such as food high in saturated fat or foods that are high in refined carbohydrates like sugars, we can actually inflict harm to our microbiome. We are actually fueling or energizing those unhealthy microbes that lead to that disequilibrium that we were talking about. So when it comes to dietary choices, what we ultimately want is we want
We want choices that support and nurture our microbiome, not the ones that are actually guiding us towards these problematic the problematic loss of balance that we've been discussing. Est-ce que les antibiotiques qu'on donne aux animaux peuvent affecter notre microbiote? The vast majority of antibiotics in the United States are used on farms. It's about 70, nearly 80% of the antibiotics. And this is a disturbing trend because not only does it lead to the development of antibiotic resistant microorganisms, which we don't want any of that in the future, because that's basically going to mean that these antibiotics that we have that we need many times as a medical tool, they will become less effective. But also, these animals, they are being treated with antibiotics, and those antibiotics are still in the blood, still in the tissues when those animals are ultimately harvested and turned into food. And we know that this is true. There has not been as much research into this area because you can imagine some people, they don't want to be studying this particular topic. But there's a famous paper that wasn't intending to look at this, Neil, published in the journal Nature in 2014 by someone from Duke University. His name was Lawrence David. And what they did is they put people on a 5-day diet, 5 days of entirely plants, or 5 days of just animal products, meaning meat, dairy, and eggs. And during the 5 days on the animal products, there was a disturbing trend that they noticed. Again, this is just 5 days. And what they found was that there was a shift in the microbiome, not just towards inflammatory microbes, but while people were consuming an animal product-based diet, they actually started to develop antibiotic resistance during 5 days of consuming that diet. That to me is alarming, particularly when you put it within the context of where in the United States, the average person is currently consuming more than their body weight in meat on a yearly basis. Quels sont les meilleurs aliments pour un microbiote sain? I have been privately waiting for you to ask me this question because it's my favorite question. The exciting thing about the microbiome is it's not all doom and gloom. It's actually a very forgiving organ. And all we have to do, quite simply, is feed it. Now, your intestines is about 25 feet long. So this is about 8 meters long. And the first 20 feet is where most digestion takes place, but there's no microbes. So for those first 7 meters, everything's getting digested. And then it's just in the last meter and a half, the last 5 feet, that these microbes, they are mostly concentrated there inside your large intestine, which is your colon. So in order to feed them, we need food sources that can actually survive all of that digestion and wiggle their way down and get down to that last part of the intestines, the colon, where these microbes live. And the foods that do this, they're fiber. Fiber is the main fuel source for our microbiome. Now, fiber is not hard to find. It's actually quite biochemically complex. I mean, we could have a biochemistry lesson on this topic. But when it comes to how to eat, the answer actually is rather simple and completely clear at this point, Neil, which is that we need fiber, and not just fiber, but fiber from a diverse mix of plant sources. So what we need to do if we want to support a healthy gut microbiome is eat plants, but not just eat plants. We need to eat plants from as many different plant varieties as possible. There was research done in the American Gut Project, where in that study they found that the healthiest people with the healthiest gut microbiomes were doing the same thing, eating at least 30 varieties of plants per week. Fruits, vegetables, whole grains, seeds, nuts, and legumes, they all count. So if you make a great smoothie, or if you add some nuts and some seeds and some berries to your morning plant-based yogurt, you already could potentially be at 10 different plants by the time it's Monday afternoon. Doit-on prendre des probiotiques? We should be eating probiotic-rich foods is what we should be doing. And these are fermented foods. And there was research that recently came out of Stanford University from a reputable group of researchers, where what they found is that by increasing the fermented food consumption in a person's diet. Now, by the way, this is within the context of in the United States, people are simply not eating this type of food. So when they added fermented food to the American diet, they found that in just 10 weeks' time, they could actually start to repopulate the gut
with new microbes that weren't previously detectable within that person's gut. Now that is really exciting that you could actually add new microbes by eating these types of foods. When it comes to probiotic supplements, there is a place for them. It's not that to dismiss them or pretend that they have no value. But my approach to this particular issue is I think every single one of us needs to be eating fermented foods. And there's a limited group of us that have digestive related issues that may benefit from a probiotic supplement in addition to consuming those fermented foods. Après avoir pris des antibiotiques, doit-on prendre des probiotiques? So the answer to this question, whether or not we should take probiotics after antibiotics, is going to surprise a lot of people. Because for the vast majority of my career, and I don't know about you, Neil, I would guess probably the same, I would always prescribe a probiotic after an antibiotic. However, about 5 years ago, there was a paper published in the journal Cell, which is one of the top journals on the planet, out of the Weizmann Institute in Israel. And they meticulously studied this question and discovered that when they gave people a probiotic after antibiotics, their gut microbiome actually took longer to recover than if they received no probiotic at all. Now, this doesn't mean, it's a bit complicated, Neil, because there are some people that I would recommend they take a probiotic after antibiotics. These are the people who have a history of Clostridioides difficile infection, C. diff, because there's a high risk of recurrence of that particular bug after antibiotics. So we want to protect them. But for the vast majority of people, they don't need to take probiotics after antibiotics. Souvent, les gens se plaignent des troubles gastro-intestinaux quand ils commencent à manger des légumineuses ou d'autres aliments riches en fibres. Que peut-on leur dire pour les encourager? Absolutely. First of all, beans, the reason why you have gas and perhaps some discomfort when you add more beans to your diet is that these are microbiome foods. They are rich in fiber, resistant starches, and polyphenols. All of these types of compounds are what fuel a healthy gut microbiome. But because they are so packed with the fiber and the resistant starches, for people who are not used to eating these foods, it can be a bit more challenging to the microbiome. The key is to be gentle when we start to add these in. So I have a saying that I like, which is start low and go slow. By starting low, you can start with an amount of the beans or the legumes that your body is able to handle. And then go slow means that as we start to escalate, we just gently start to increase. It's conceptually quite similar to what we do in the gym, Neil. You wouldn't go to the gym for the first time and try to lift the heaviest weights that they have. You would start with an amount that you actually can handle, and then you would start to increase over time. And one day you keep doing that, you're going to be able to lift those heavy weights. But you have to start where your body is able to handle. So this is the approach that I would typically take with legumes. Now, the other thing I will say is there are some alternative choices, things that you can do to help. You can soak your legumes overnight before cooking them. If they come in a can, you should really rinse them quite thoroughly. By rinsing them, you'll have to wash out some of the things that cause the gas and bloating. You can actually cook your legumes with kombu, which is a type of seaweed, and it helps to reduce the gas and bloating in many cases. And for some people, taking an alpha-galactosidase digestive enzyme supplement, just while you're getting used to it, that's something else that you could do, and it could help. Très intéressant. Dr. Will Bulsiewicz, merci. Thanks so much, Neil. It was a pleasure. Konnichiwa voyageurs, vous souhaitez visiter le Japon mais vous voulez pas manger de poisson ni de produits animaux? Pas de sushi. Le Japon est désormais une destination de choix pour les touristes végétaliens. Pour aider à relancer le tourisme qui a fortement diminué pendant la pandémie, Tokyo et d'autres grandes villes ont annoncé qu'elles s'efforçaient de développer des options végétaliennes afin que tous les visiteurs, quelle que soit leur préférence alimentaire, puissent profiter de la gastronomie
acclamé. Le gouvernement de Tokyo a aussi organisé des séminaires et des cours pour aider des restaurants à développer des alternatives aux ingrédients traditionnels. Des restaurants comme Izakaya Masaka ont déjà introduit des versions végétaliennes de boulettes de poulet frit faites à base de soja. Alors faites vos valises, petit à petit, le Japon fait son Nippon. Chacun d'entre nous possède un microbiote, mais nous sommes peu nombreux à comprendre l'étendue de son rôle et l'influence qu'il exerce sur notre état de santé général. Alors Anne-Marie, notre nutritionniste, va nous éclairer sur le sujet. Anne-Marie, bienvenue. Merci Noémie. Tu vas répondre, Anne-Marie, à certaines des questions les plus courantes qu'on reçoit aussi bien sur nos commentaires YouTube, sur les réseaux sociaux. On reçoit beaucoup de questions sur le sujet. Et ma première question, c'est la différence entre les probiotiques et les prébiotiques. C'est quoi cette différence? Est-ce qu'il en existe une? J'imagine. C'est une excellente question, Noémie, parce que je me la fais poser très, très régulièrement. On connaît plus d'ailleurs les probiotiques, c'est ce qu'on entend le plus dans les réseaux sociaux. Donc, les probiotiques, ce sont des bactéries qu'on peut retrouver naturellement dans les aliments fermentés, comme la choucroute, par exemple. Et ça se présente naturellement dans le fond, c'est le principe de la fermentation fait en sorte qu'il y a des bactéries, des bonnes bactéries qui se développent pendant la fermentation. Mais évidemment, on en trouve aussi dans les suppléments de probiotiques. Les prébiotiques, pour leur part, c'est des fibres qu'on retrouve évidemment dans les végétaux qui vont servir de nourriture aux bactéries. Donc, j'aime beaucoup dire, moi, que les prébiotiques, ce sont les fertilisants du microbiote. OK. Est-ce que... Oh, pardon, je pensais que tu avais terminé. J'avais déjà une question, en fait. Je me précipite. Continue, Anne-Marie. Bien, ce que je voulais dire, c'est que parmi les prébiotiques, il y a toutes sortes de prébiotiques. On parle souvent de fibres solubles qui font partie des prébiotiques, mais un des plus connus, c'est l'amidon résistant. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, Noémie, l'amidon résistant? Oui, mais je ne comprends pas vraiment. Donc, explique-nous. OK, donc, on connaît l'amidon, l'amidon qu'on retrouve, par exemple, dans les pommes de terre, qui se trouve être une longue chaîne de glucose attachée ensemble. Donc, lorsqu'on mange des pommes de terre ou des pâtes, l'amidon va être digéré par le petit intestin et ça va nous fournir de l'énergie. L'amidon résistant, ça le dit, c'est un amidon qui résiste à la digestion. Donc, ça passe tout droit dans le petit intestin. Et quand l'amidon résistant arrive dans l'intestin, dans le côlon, c'est les bactéries qui vont pouvoir s'en servir pour se nourrir et se multiplier. Mais ça n'arrête pas là, Noémie. Le plus beau de l'histoire, c'est la suite. Okay? C'est quand les bactéries de l'intestin se nourrissent des prébiotiques ou des fibres, il va se dégager des substances chimiques. Dr. B l'expliquait dans l'entrevue. Et le nom de ces produits chimiques qui sont produits par les bactéries lorsqu'ils mangent des fibres, on appelle ça des postbiotiques. On utilise aussi souvent le terme acide gras à chaîne courte. Okay. Mais disons, retenons postbiotique. Aujourd'hui, on se trouve à faire un peu le lexique de tout ce qui entoure le microbiote. Alors, deux des postbiotiques les plus connus, c'est ce qu'on appelle le butyrate et le propionate. On ne connaît pas beaucoup encore ces deux termes-là. J'ai hâte, moi, qu'un jour, ces deux termes-là deviennent aussi populaires que le calcium ou les protéines. Et si on regarde le livre du Dr. B, justement, Fiber Fuel, c'est un peu comme un hommage aux postbiotiques. Alors, à quoi servent les postbiotiques? Dans le fond, ils servent à garder l'intestin en bonne santé. Ça sert à éliminer les cellules cancéreuses de l'intestin. Ça aide à réduire l'inflammation, à améliorer l'humeur, le système immunitaire. Et ça permet aussi de contrôler la faim, de mieux contrôler la faim, mieux contrôler le poids et le taux de sucre. Donc, finalement, on réalise que ce sont des substances extrêmement précieuses pour améliorer notre santé. Anne-Marie, le Dr. B a parlé tout à l'heure de dysbiose. Est-ce que tu peux nous éclairer, nous donner plus de précision sur ce sujet? Oui, donc la dysbiose, en réalité, ça se trouve être quand notre microbiote n'est pas en bonne santé. Dans le fond, c'est quand il manque de diversité de bonnes bactéries dans le microbiote.
Alors, on dit souvent, on pourrait dire qu'un manque de diversité dans le microbiote mène à une grande diversité de maladies chroniques. Donc, à peu près tous les problèmes de santé qu'on vit actuellement sont en lien avec un déséquilibre de notre microbiote. Alors, Dr. B nous a expliqué un peu comment les aliments transformés, riches en gras saturés et en sucre, étaient en cause dans la dysbiose. Mais on sait maintenant qu'il y a plusieurs additifs qui peuvent influencer aussi notre microbiote négativement. On parle entre autres beaucoup des émulsifiants. Le polysorbate 60, par exemple, qu'on retrouve souvent dans toutes sortes de produits transformés. Il y a aussi le maltodextrine, on a su récemment qu'il pouvait être nuisible au microbiote. Évidemment, on a, il ne faut pas oublier l'alcool en excès, qui peut aussi nuire au microbiote. On se le rappelle, hein, l'alcool sert de désinfectant. Hein. Alors, étant donné que ça désinfecte, on s'est lavé beaucoup les mains pendant la pandémie avec de l'alcool. Alors, si on prend beaucoup d'alcool, bien, malheureusement, ça fait peur à nos bactéries de l'intestin. Ok. Donc, éviter un maximum. Est-ce que un verre de vin rouge tous les jours, ça nuit à notre microbiote? Ben, là, on parle d'excès. Hein? Un verre de vin rouge, je ne considère pas ça un excès. Alors, je suis sûre que Noémie, tu ne fais pas d'excès. C'est bon. Anne-Marie, qu'est-ce qui contribue du coup? Qu'est-ce qui est la clé d'un microbiote équilibré selon toi? Donc, quand on dit que le microbiote est en équilibre, on parle ici d'eubiose. C'est un autre terme, hein? Ça fait partie du lexique, l'eubiose. Alors, qui se trouve être, dans le fond, l'inverse de la dysbiose. Alors, pour arriver à cet équilibre, Dr. B nous a parlé de plusieurs solutions, dont les fibres. Hein? Donc, les végétaux. Plus on mange de fibres et de végétaux, plus on va atteindre l'équilibre. Alors, une grande diversité de végétaux égale une grande diversité de bactéries dans le microbiote. C'est très simple. Et les aliments fermentés. Alors, les aliments fermentés que Anne va nous parler, hein, elle va nous expliquer c'est quoi ses aliments fermentés préférés dans quelques instants. Mais Noémie, imagine-toi donc que lorsqu'on mange des légumes lactofermentés, par exemple la choucroute, on a des prébiotiques dans la choucroute et des probiotiques dans le même aliment. Et la combinaison des deux s'appelle des symbiotiques. Ok, alors, un autre mot ajouté au lexique. Exact. Alors, c'est sympathique, n'est-ce pas? Hein? Donc, de savoir qu'il existe des symbiotiques dans notre choucroute. Alors, je pense qu'on a pas mal fait le tour de tout le lexique. Alors, je pense qu'on peut rajouter ces mots-là à notre vocabulaire maintenant. Super, merci beaucoup Anne-Marie. Justement, donc, en parlant de produits fermentés, de choucroute, eh bien, Anne va nous révéler 5 aliments qui contribuent à l'équilibre de notre microbiote. Aujourd'hui, je vais partager 5 aliments magnifiquement fermentés que vous et vos intestins vont adorer. Bonjour les amis, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partagent un mode de vie sainement vegan. La santé intestinale fait fureur en ce moment, mais pour de bonnes raisons. Nos intestins sont tellement importants pour notre santé physique et mentale. Alors la santé intestinale est en effet un peu complexe, mais une façon simple d'être ami avec vos intestins, c'est de les nourrir avec des aliments fermentés. Ne craignez pas les aliments fermentés les amis. Non seulement ils sont bénéfiques pour votre flore intestinale, ils peuvent être aussi super délicieux. Aujourd'hui, je partage quelques-uns de mes préférés. Pour commencer, le yaourt végétalien. Le plus simple et le plus facile. J'ai un faible pour le yaourt de soja, mais n'importe quel yaourt végétalien, tant qu'il y a des cultures vivantes actives, fera l'affaire. Ensuite, c'est le tempeh. Alors le tempeh, c'est ce que le tofu veut devenir quand il sera grand. Non seulement il regorge de protéines et de tous les bienfaits des produits de soja, mais il est aussi, vous avez deviné, fermenté. Je vous recommande vivement de le faire mariner à fond, car c'est à ce moment-là qu'il brille. Ensuite, la pâte de miso. Oh, la pâte de miso.
suis un peu amoureuse de la pâte de miso. C'est mon petit ingrédient secret pour rendre les soupes, les sauces de salade, les sautés umami-tastiques. Et c'est fermenté. Alors assurez-vous de choisir une pâte de miso de haute qualité et vos intestins et vos papilles gustatives se réjouiront d'un chant unanime de ouais. Alors la choucroute. La choucroute a en quelque sorte mauvaise presse. On l'imagine comme ce truc allemand, malodorant, servi avec des saucisses. Les gars, il faut qu'on revoie ça. La choucroute, c'est ce qu'il y a de plus cool en fait. Vous pouvez l'ajouter aux salades, aux sandwichs, vous pouvez mélanger dans les salades de pommes de terre ou de salades de choux. Tout le monde aime avoir les intestins contents. Alors tout le monde a besoin d'un peu de choucroute dans sa vie. Alors le kimchi, alors j'ai gardé le plus, bizarre, entre guillemets, pour la fin. Enfin, c'est délicieux et tout à fait normal pour les gens du Corée, mais peut-être vous n'êtes pas familier avec ce délice fermenté. Alors qu'est-ce que c'est que le kimchi? Il s'agit essentiellement de légumes marinés et fermentés, souvent le chou, ainsi que de l'ail, de gingembre, des piments et de sel, qui fait un goût un peu aigre et épicé selon la recette. Pour commencer, vous pouvez donc l'ajouter aux soupes asiatiques par exemple, au sauté ou tofu ou même à côté d'un petit bol de riz. Alors voilà, 5 façons simples de devenir l'ami de vos intestins. Quel bonheur! Alors maintenant, on va parler avec Noémie qui va partager un peu comment ajouter plus de variétés de végétaux dans votre alimentation parce qu'on entend que c'est bien d'avoir entre 30 et 40 dans une semaine. Alors Noémie, c'est à toi. Oui, alors merci Anne. Ça paraît compliqué quand on se dit de manger 30 à 40 végétaux par semaine, ça paraît énorme, alors qu'en réalité, cela ne l'est pas autant. On va le voir dans cette petite présentation. Commençons par une journée typique où je vais vous montrer un petit déjeuner, le déjeuner, le snack et le repas du soir et comment essayer d'intégrer un maximum de végétaux dans chacun de ces repas. Donc commençons avec le petit déjeuner comme on le voit sur l'écran. Petit déjeuner où on peut intégrer un maximum de végétaux, c'est les smoothies ou les bols de smoothies. Alors, on prend une base. Je vais vous montrer une base par exemple avec du lait végétal. Donc vous choisissez votre lait végétal préféré, avoine, soja, riz. J'ajoute de la courgette avec mon lait végétal. Donc on met tout ça dans le blender. La courgette va vraiment apporter de l'onctuosité à votre smoothie. Du tofu soyeux et 5 sortes de fruits. Donc j'ai mis ici des myrtilles, framboises, bleuets et des tranches de bananes congelées pour vraiment avoir une consistance assez épaisse. Donc ça fait déjà pas mal de végétaux, rien que dans la base. Et puis ensuite, on ajoute le côté fun, un type d'oléagineux. Donc j'aime bien ajouter des noix de cajou. On voit dans cette image, c'est des noix de cajou par exemple. Pourquoi pas mettre des amandes ou des noisettes. Un peu de noix de coco sur le dessus et 2 sortes de graines comme des graines de chanvre qui sont riches en protéines par exemple, ou alors des graines de citrouille ou de sésame. Donc choisissez 2 sortes de graines que vous préférez. Et alors là, avec le plan que nous a créé Anne-Marie, c'est super motivant parce qu'on va venir faire des petites coches à ce qu'on a intégré. Et ça motive vraiment. Donc là, je fais ma petite coche aux bananes, les bleuets, la canneberge, la fraise, la framboise, les mûres. Vous pouvez en choisir d'autres. De la courgette, vous pourriez mettre de l'avocat, pourquoi pas. Dans les smoothies, c'est super. Le soja avec le tofu, la noix de coco, les graines de citrouille, les graines de chanvre. Et puis on voit qu'on a déjà quand même pas mal de végétaux, un total de 11 rien que dans le petit déjeuner. Donc avant de passer au déjeuner, quelque chose qui va vous faciliter la vie, c'est les sachets tout prêts. Par exemple, on a ici un cocktail de fruits rouges. On a aussi des framboises entières congelées. On a la salade de fruits, ici on a des mangues, on a aussi les fruits pour smoothie, on a tous les fruits déjà mis ensemble, comme ici la mangue, les fruits de la passion ou encore les fruits plutôt verts avec des épinards, la papaye, bref. Ajoutez tout ce que vous voulez dans votre smoothie et avec ces sachets déjà tout prêts, ça permet de ne pas devoir couper, peler, ça nous facilite quand même pas mal la vie. Le déjeuner, ici je vais vous préparer un chili sin carne. Alors dans le chili sin carne, on a des haricots rouges. Pourquoi pas ajouter aussi des haricots noirs, un poivron rouge, du cumin, paprika, origan et coriandre. Alors il faut savoir que les épices, ça compte comme des végétaux. Ça ne veut pas dire que vous devez mettre 2 cuillères à soupe de cumin, une demi-cuillère à café, ça ira très très bien. Des tomates pelées, des carottes, de l'ail, des oignons, du poivre. Pourquoi pas ajouter du céleri si vous en avez. Ici sur la photo, on a aussi du maïs.
Donc encore une fois, vous voyez que c'est assez facile d'ajouter des végétaux, un peu de persil ou de coriandre sur le dessus, et on sert le tout avec du riz. On fait notre petite coche, encore une fois c'est motivant, et on voit qu'on a un total ici de 13 végétaux. Les petits légumes sont contents. Une recette qui est sur mon site, le curry. Alors le curry c'est extraordinaire pour ajouter des végétaux, là c'est vraiment facile, il n'y a rien de plus facile parce que dans la poudre de curry, regardez tout ce qu'on a. Curcuma, je fais un mélange de cumin et curcuma, cumin, coriandre, graines de moutarde, fenugrec, cardamome, bref. La totale, on ajoute des carottes, courgettes, patates douces, crème de coco, concentré de tomate. Le curry, ce qui est intéressant, c'est moi personnellement, j'y ajoute un peu les restes qui sont dans le frigo. Donc encore une fois, c'est très facile d'avoir un total assez important. Ici, on a quand même 16 végétaux et vous le servez avec du riz ou du millet. Enfin, le snack ou l'heure du goûter, très important. Et dans l'heure du goûter, pourquoi pas aussi ajouter des végétaux. Ici, on ajoute des dattes ou des abricots secs pour une base et du sucre naturel, les pois chiches qui vont former une pâte encore une fois onctueuse, quelques noisettes, des noix du Brésil, une ou deux, quelques graines de lin, un peu de cannelle si vous aimez ça, du cacao et on a un total de 7. Donc c'est très 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 facile et en plus super gourmand. On s'en rend vraiment pas compte. On vient faire notre petite coche et comme je viens de le dire, on a un total de 7. Le repas du soir, ici, je nous prépare une salade de quinoa. On a du quinoa, tomates cerises, concombre, orange, pourquoi pas. On joue vraiment la carte de la créativité, ajoutons des fruits dans nos repas salés. Thym ou ciboulette, un peu de citron vert, quelques graines de sésame, un oignon rouge, des olives si vous aimez ça, nos petites coches sur le plan de Anne-Marie. Et ici, on a un total de 9. Enfin, le dessert, c'est aussi une bonne raison d'ajouter encore des végétaux à notre liste. Vous avez par exemple à gauche un yaourt, donc du yaourt végétal avec des graines de chia, grenades fraîches, fraises ou abricots et de l'avoine sur le dessus, ou alors tout simplement une salade de fruits, surtout quand on arrive vers la saison, l'été, le printemps, il fait chaud dehors, ça nous rafraîchit, donc par exemple du kiwi, clémentine, raisin, melon, jus de citron, mettez-y vraiment ce qui vous plaît le plus. Et ici, on aura un total de 5. Pour un total, alors là, j'ai tout coché, j'ai tout réuni ensemble et ça nous fait quand même un total de 36 sur une seule journée. Donc ça, c'est pour vraiment vous montrer que il est très facile en fait d'atteindre ce défi qui n'en est pas vraiment un au final, puisque 30 à 40 éléments par semaine. Quand on fait une journée typique, on a déjà un total de 36. Alors, on ne vous demande pas de faire tous les jours avoir un total de 36. C'est pour vous montrer que même si vous en avez 20 par jour, à la fin de la semaine, vous arriverez très facilement à beaucoup plus que 40. Alors maintenant, on va parler de certaines croyances, de fausses croyances qu'on appelle, parce que c'est des choses que l'on entend souvent. C'est aussi des questions qu'on nous pose souvent, notamment par exemple les protéines. Alors, on en parlait lors d'un Instagram Live qu'on avait fait il y a quelques mois avec Anne-Marie. Les protéines, c'est une question qui revient tout le temps. Vais-je manquer de protéines si j'adopte une alimentation végétale ? On sait très bien que non. En réalité, la vraie question, c'est vais-je manquer de fibres ? Parce que il y a beaucoup d'études qui démontrent que notre total de fibres d'une journée typique est très très faible. Donc, au lieu de se concentrer autant sur les protéines, je pense qu'il est temps qu'on se concentre sur les fibres. Surtout que si on ajoute des fibres dans notre assiette, dans les pois chiches par exemple, dans les haricots noirs, les haricots blancs qu'on a vu lors de ma présentation, il y a beaucoup de fibres. Mais il y a aussi des protéines, quoi qu'il en soit. Donc, en se concentrant sur les fibres, on se concentre au final aussi sur les protéines. Oui, c'est clair. Oui, tout à fait. Vive les fibres, les amis. Exactement. Et d'ailleurs, quant à ça, j'entends assez souvent les fibres sont irritantes pour mes intestins ou sinon, par exemple, mon intestin ne tolère pas les fibres. C'est ce que j'entends souvent, qui n'est pas forcément le cas. Oui, puis il faut le dire aussi que les fibres, on doit les intégrer quand même progressivement. C'est un peu comme quand on commence à faire de l'exercice. Dr. B en parlait, qu'il faut y aller doucement, le temps que notre microbiote s'adapte. Donc, mais Noémie en parlait, que la quantité de fibres souvent est
pas assez grande dans notre alimentation. Mais moi, ce que je vois souvent, c'est que les gens mangent une rôtie au pain brun le matin et quelques légumes pour accompagner leur repas et ils ont l'impression d'avoir mangé suffisamment de fibres, alors qu'ils sont très, très loin d'avoir atteint le minimum de fibres de 30 ou 40 grammes par jour. Est-ce que vous avez une idée de combien de fibres les gens mangent habituellement dans une journée? Je ne sais pas. Très bonne question. C'est à peu près 15 grammes de fibres. Alors, on doit au moins doubler l'apport en fibres. Peu importe qu'on soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, la plupart des gens manquent immensément de fibres. Donc, on devrait facilement doubler, sinon pas tripler. Alors, pour y arriver, ça prend, oui, des grains entiers, des fruits et légumes à chacun de nos repas, mais aussi des légumineuses, ce que les gens oublient d'ajouter à leur alimentation, ainsi que des noix et graines. Alors, lorsqu'on combine tous les groupes alimentaires, là, on peut arriver, mais ce n'est pas en incorporant un seul grain dans notre journée qu'on va y arriver. En fait, on doit juste suivre le meal plan que Noémie venait de partager. Ça donnait trop envie d'ailleurs. Ouais. Alors voilà les amis, notre épisode sur le microbiote. J'espère que ça vous a plu. Merci à nos invités de choc d'avoir partagé ces informations précieuses. Et on vous dit à la prochaine fois. À bientôt. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. L'épisode d'aujourd'hui est entièrement dédié à la santé mentale, un sujet certes très vaste et auquel on tentera d'apporter un maximum de réponses. La dépression a été identifiée comme 2e cause d'invalidité dans le monde, selon Global Burden of Disease, GBD, et l'OMS anticipe même qu'elle atteindra la 1re place en 2030. Il y a plusieurs années, notre équipe de recherche a mené une étude pour examiner les effets d'une alimentation saine pour maigrir et améliorer le diabète. Les sujets de notre étude étaient des personnes qui travaillaient dans une grande compagnie d'assurance automobile américaine appelée Geico, parce que nous voulions savoir si un régime sain était efficace dans la vie de tous les jours. La sérotonine, elle est vraiment essentielle à avoir une bonne humeur. On en a parlé dans notre épisode sur le microbiote intestinal, que notre microbiote produit 90% de la sérotonine présente dans le corps. S'il y a bien quelque chose dont on a tous besoin, c'est l'amour. Et deuxièmement, ce sont les légumes verts à feuilles. Les légumes verts à feuilles regorgent de vitamines, de minéraux et de fibres. Consommer les légumes verts à feuilles tous les jours, c'est l'une des meilleures choses que vous pourriez faire pour votre santé. Ce n'est que tout récemment qu'on voit émerger des études sur le rôle de l'alimentation et le lien que ça a avec le bien-être psychologique et la prévention des troubles mentaux. Ceci dit, les récentes études, justement, vont parler de l'impact de la qualité alimentaire sur l'humeur et le bien-être psychologique. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.